Bonjour à tous, merci pour cette invitation, merci à l'URIOPS. Je suis très heureux d'être là puisque... oh pardon, merci. Puisque, c'est pas pour vous en fait, c'est pour la captation vidéo, puisque c'est une particularité régionale que d'avoir un groupement d'employeurs du travail social ou de l'intervention sociale qui est directement aux prises avec un projet de médiation et d'inclusion numérique. Voilà, pour faire une présentation rapide, je viens moi-même du travail social. J'ai fini ma formation pour les anciens d'entre nous avec un monsieur qui s'appelle Michel Lemay, qui vient de disparaître. Et j'ai été en stage pratique de 3e année au Massachusetts Institute of Technology. Comme quoi, on peut apprendre à écrire avec une plume et se retrouver un jour avec un clavier dans les mains. Je vais intervenir aujourd'hui plutôt au titre du plus gros réseau de recherche francophone sur les usages qui vient de fêter ses 20 ans et qui regroupe les universités de Bretagne et de Pays de la Loire avec quelques collègues de Basse-Normandie. En gros, 18 laboratoires pluridisciplinaires, mais de sciences humaines et sociales, qui travaillent la question des usages, afin finalement de comprendre la transformation numérique. Donc voilà, j'ai un peu, on va dire, de recul là-dessus, et la plupart des choses que je vais vous raconter aujourd'hui viennent des travaux de recherche antérieurs où on fait beaucoup rimer la question de la médiation numérique avec la question de l'éducation au, par et dans le numérique. Ce n'est pas le sujet, mais si vous avez des questions, je pourrais y répondre et aller de ce côté-là. Alors je vais un peu faire mon universitaire, parce qu'un fil rouge, ça commence quand même par un point d'arrimage. Je vais essayer de vous donner quelques repères, quelques définitions, afin d'éviter, et merci pour cette anecdote, Monsieur le Président, puisque globalement c'est à partir de ce type d'anecdote que je peux réagir. Si je vous dis numérique, la plupart d'entre vous allez me répondre des réponses très différentes. Nous sommes dans un champ où les représentations sont très différentes. Quand j'ai animé, il y a 2 ans maintenant, l'Université populaire ATD Quart-Monde à Rennes, on avait demandé aux personnes en très grande précarité, pour vous, c'est quoi le numérique ? Une grande partie des gens ont répondu unité centrale, modem, c'est-à-dire que il y a 2 ans, hein, enfin, c'est juste avant le confinement, il y a 3 ans peut-être maintenant, il y a 2 ans et demi. C'est-à-dire que pour une grande partie des gens en grande précarité, ce qui les marque, c'est leur premier contact avec les technologies, et donc ils nous sortaient le vocabulaire dès la fin des années 90, des années 2000. Puis il y avait un jeune en difficulté qui a osé dire réseaux sociaux. Voyez. Donc déjà, il faut qu'on se pose, qu'on ait quelques définitions communes, et ça permet justement d'avancer là-dessus. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Parce que effectivement, les dimensions imaginaires et symboliques des usages des technologies numériques sont essentielles, et on ne peut continuer à croire que tout ça est nouveau. Hein, tout ça n'est pas nouveau. Elle s'inscrit sur des temporalités très longues, et plutôt que de vous raconter de longues histoires et de vous faire un cours d'anthropologie des usages qui durerait des heures et des heures, pour cela, je vous invite à vous inscrire à l'Université Rennes 2 et à suivre mes cours. C'est un autre sujet. Je vais juste vous passer une courte vidéo qui, à mon sens, illustre très bien cette nécessité. Puis, on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du feuilleton. Il était devant elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre.
Heureux de se sentir ému, ému de se sentir heureux. La télévision sera pour tous un besoin plus impérieux encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Espérons qu'il n'y aura pas souvent de mauvaises nouvelles susceptibles d'affoler les conducteurs impressionnables. Écoutez maintenant notre rubrique de faits divers. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, jour sanglant pour les automobilistes. On nous signale le 124e accident de la journée. Allô, allô, rectification. C'est 125 accidents d'automobile et non 124 qui ont eu lieu depuis ce matin. Et la petite provinciale romantique n'aura pas besoin de venir à Paris pour y rencontrer son idole. Elle l'aura sur sa table de nuit. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Le pays, je le dis comme je le pense, mes chers concitoyens, a droit à la vérité. Nous sommes à un tournant de notre histoire. L'époque est cruciale et toutes ces questions doivent être reconsidérées. Citoyens, Oh, dis, maman, c'est à ce parti-là que je veux adhérer. Actuellement, nous sommes empoisonnés par les gens qui laissent crier leur TSF, qui nous réveillent avec des marches héroïques. Ou qui, tandis que nous travaillons, nous assomment avec des comptes rendus sportifs. Qui le passe à Fernand, qui le passe à Isidore, qui le passe à Jules, qui le passe à Alfred. L'arrière gauche s'approche de l'avant droit et lui décoche sur la poitrine un uppercut magistral. L'arbitre compte jusqu'à 8. À 11, le Belge Manneken-Pis remonte sur sa bicyclette. Mais que sera-ce demain avec la télévision? Il y aura, comme aujourd'hui, des gens mal éduqués. Mais cette fois, ils laisseront crier les images. Un tour de bouton de trop, un caprice de l'appareil, et l'image traversera les murs, ira se promener chez le voisin. Qu'as-tu, chérie? regarde. On trouvera un match de boxe dans la soupière. Et quand vous lirez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une bohémienne sur votre édredon. Cyprien, je te défends de caresser les images. Vous dira votre femme. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès. Alors, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo a été oubliée pendant une cinquantaine d'années. Je torture mes étudiants tous les ans pour qu'ils me sortent des vidéos les plus originales possibles sur ce qu'on appelle les techno-imaginaires. Et un jour, il y a 4 ou 5 ans, ils m'ont sorti cette vidéo qui date de 1947 et qui est faite sur un scénario de Barjavel. Barjavel, grand auteur de science-fiction français. J'espère que vous avez reconnu que dans ce documentaire, cette fiction que l'on appelle la télévision bijou, il y a l'Internet d'aujourd'hui, jusqu'à YouPorn quand même, hein, avec Cyprien et sa bohémienne. On a la spectacularisation de la politique, on a les smartphones qui se baladent dans Paris, etc., etc. Barjavel travaillait comme une partie des auteurs de science-fiction à partir de la littérature scientifique de l'époque. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est ce qu'on appelle une utopie filée, c'est-à-dire qu'il va proposer son interprétation de ce qui allait peut-être devenir la télévision, puisque le média dominant en 1947, c'est la radio, avec la charge symbolique de la radio. Radio Paris est allemande, Radio Londres. Vous voyez dans quel contexte on se trouve. Alors pourquoi je vous ai passé ça? Tout simplement pour vous faire comprendre que lorsqu'on a face à soi un certain nombre de publics, ces imaginaires-là, ces techno-imaginaires-là ne concernent pas que les geeks, ne concernent pas que les informaticiens et les créateurs de dispositifs, ils concernent tous les usagers. Je vous ai parlé tout de suite d'ATD Quart-Monde. Pourquoi les personnes, particulièrement les jeunes,
en situation de déficience intellectuelle dans les établissements médico-sociaux de ce secteur-là ont du mal avec les claviers, les écrans, etc. Et quand la tablette arrive, commencent à s'approprier les technologies numériques. Parce qu'ils ont une représentation de l'ordinateur qui est liée à l'intelligence. Ils sont touchés dans leur identité autour de cette question d'intelligence. Pourquoi, un autre exemple, vous le trouvez dans le film de Ken Loach, pourquoi quand on accompagne des personnes âgées au retour à l'emploi, je ne sais pas si vous vous rappelez le mois Daniel Blake, où à un moment donné, la dame du pôle emploi anglais lui dit posez la souris en haut de l'écran, il prend sa souris, il la met physiquement en haut de l'écran. Ces représentations-là ne sont pas massives et partagées par tout le monde, elles sont très différenciées. Premier repère pour bien réfléchir l'inclusion, ne jamais prendre ses propres représentations pour argent comptant, toujours les travailler. Alors je continue avec un certain nombre de définitions. Pour nous, quand je dis nous, c'est globalement, on va dire, l'anthropologie et les sciences humaines et sociales aujourd'hui, particulièrement la sociologie des usages. On a arrêté d'opposer, on va dire, la dimension humaine et la dimension technologique, on essaye de les articuler. Donc nous avons un temps aujourd'hui qui est le temps du numérique. On va aussi emprunter à l'anglais la question de la digitalisation, mais vous voyez que numérique et digital, ce sont les deux synonymes. En fait, les mondes numériques sont faits aussi de mots, et les mots traduisent des périodes. J'ai vécu, et les plus anciens d'entre nous l'ont vécu aussi, l'arrivée du micro-ordinateur dans les années 80, l'arrivée du multimédia et des premières souris au milieu des années 80, l'arrivée de l'Internet au milieu des années 90, puis on est rentré dans une phase d'acronymes, ça vous dit quelque chose, les NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, pendant 10-15 ans, etc., etc., jusqu'à ce qu'environ il y a une petite dizaine d'années, on en arrive à une terminologie beaucoup plus globalisante qui va être le numérique. C'est donc un moment anthropologique, un temps socio-historique, où finalement, grâce aux technologies réseau particulièrement, les technologies numériques sont devenues ambiantes, nous entourent. Ce que vous disiez tout à l'heure sur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas le problème, c'est là. Et donc ça veut dire que si on regarde et si on déconstruit la notion numérique, il y a 4 pattes en fait, 2 pattes technologiques. On a besoin de l'informatique et du code, donc il y a l'informatique en premier. On a besoin que ce code puisse se transporter sur les réseaux, donc ça va très très loin puisque l'Internet est aujourd'hui sur des téléphones mobiles et que l'usage généralisé de l'Internet est plus important en mobilité qu'en connexion fixe. Donc vous voyez que ces 2 pattes technologiques étaient des pattes vraiment importantes à identifier, mais il y en a 2 autres. La première c'est ce qu'on appelle les cybercultures. C'est des cultures qui sont saturées d'imaginaire. Là encore, je vais jouer mon vieux maître Jedi à barbe blanche. Tout ce que regarde aujourd'hui, enfin pas tout, mais quasiment de 80 à 90% de ce que regardent les ados d'aujourd'hui sur les plateformes de VOD, que ce soit séries ou films. Moi, j'ai eu ça entre les mains dans mon adolescence, sous forme de revues papier en noir et blanc, pas cher, et qui, au bout de 3 lectures, nous tombaient des mains. Je pense que ça parle à certaines personnes. Je suis en train de vous parler des Avengers, de Strange, de toute de Star Wars, etc., etc. Vous voyez bien qu'à partir d'une culture très underground, techno des années 70-80, on en arrive à une culture ultra dominante. Mais tout le monde n'est pas, on va dire, égal ou n'a pas les clés de compréhension de ces cultures-là. Pour certains, c'est de la consommation. Et quand on est dans la consommation, on a moins accès aux représentations et aux imaginaires. Et dernière patte, la patte des usages, qui sont des pratiques individuelles et collectives des technologies. Et ça, c'est un concept important. Qu'est-ce que c'est que les usages ? On a beaucoup tourné autour de ça, avec pas mal de confusion sur la question de l'acceptation, de l'acceptabilité, de l'appropriation, etc., etc. Aujourd'hui, on est à peu près d'accord. La différence entre pratique et usage, c'est que les usages sont des ensembles de pratiques socialisées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les usages sont, pour nous,
encore plus pour les plus jeunes, mais globalement, dans la société occidentale mondialisée que l'on a aujourd'hui, les usages sont des normes sociales d'usage au même titre que les autres normes sociales. Ce qui fait que, contrairement à ce qu'on pensait dans les années 90, opposition virtuelle-réelle, il y a un continuum, ce qui permet de comprendre pourquoi, finalement, une partie des inégalités, une partie des handicaps, etc., une partie des difficultés de vie peuvent passer du réel au virtuel à longueur de temps. Et qu'il y a un vrai continuum autour de ça. Je pense que la question de l'illettrisme et de l'électronisme renvoie complètement à ça. Alors, pour achever, pour essayer de bien vous illustrer ça, on va prendre l'exemple des réseaux sociaux, puisque ça parle à tout le monde. Je vous rappelle l'histoire. Mark Zuckerberg, il y a une quinzaine d'années, il est dans une grande école qui s'appelle Harvard, et il a cette idée absolument géniale de proposer un site sur lequel on va afficher des photos d'étudiantes et sous lequel les étudiants peuvent noter les photos d'étudiantes et mettre des commentaires graveleux. Vous voyez que juste après MeToo et depuis quelques années, je pense que ça serait un peu moins bien passé. Mais c'est la réalité. Et au miracle, cette proposition va rencontrer tout ce qui correspond aux lycéens, enfin tous les adolescents américains, et va partir comme une traînée de poudre et va faire quelque chose qui va devenir la référence des réseaux sociaux. Il s'avère que de l'autre côté de la planète numérique habitée, c'est-à-dire dans la Silicon Valley bretonne, à Lannion, nous étions en train d'étudier les pratiques numériques des collégiens. Alors il y en a pour tout le monde, hein, ça va parler aux plus jeunes là. Et qu'est-ce qu'on était en train de constater ? On était en train de constater qu'il y avait des filles qui arrivaient dans le monde numérique. Ça, c'était les collégiennes. Ça, c'était très étonnant. Et en fait, les collégiennes arrivaient par un dispositif qui s'appelle les blogs. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Skyblog. La dimension éditoriale. Donc effectivement, ces mondes numériques plutôt masculins, plutôt liés au jeu, plutôt liés aux geeks, etc., commençaient à se féminiser largement à l'échelle de la préadolescence et de l'adolescence au collège. Et puis qu'est-ce qu'on constatait ? Que les petits musiciens et musiciennes de Lannion étaient en train de regarder les musiciens et musiciennes de Rennes, de l'université, qui eux-mêmes étaient en train de regarder les musiciens et musiciennes des transmusicales. Je suis juste en train de vous faire de la pub pour les activités culturelles en Bretagne. Mais vous avez un truc bien à Arras, j'ai vu ça aussi, hein, des festivals. Enfin, il y en a partout des festivals. Bref, y compris, mais ça n'avait pas été observé à ce moment-là, y compris dans le Nord, en fait, tout cela allait se regrouper sur MySpace, ça doit vous dire quelque chose aussi, le réseau dédié aux musiciens et qui installait les choses. En même temps, on voyait les petits photographes aller vers Flickr, on voyait l'explosion des SMS, on voyait l'explosion de la messagerie instantanée sur ordinateur. Je suis en train de vous décrire les fonctionnalités de Facebook. Donc je suis en train de vous dire que globalement, Zuckerberg n'est pas un inventeur génial, c'est un type qui s'est trouvé là au bon moment, au bon endroit, parce que les usages de ce qu'il va proposer comme réseau social préexistaient de manière disparate, évidemment, dans les pratiques des jeunes. Est-ce que c'est clair pour vous ? Alors je vous démontre maintenant à quoi ça va servir. Ça permet d'identifier les écarts à la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut affirmer que Facebook est la norme sociale des réseaux sociaux numériques. Parce que les adolescents n'y sont plus, nos adolescents d'aujourd'hui n'y sont plus, puisque d'autres dispositifs ont été proposés, TikTok, Instagram, Snapchat, qu'ils ont investis, mais ces dispositifs numériques se font en référence aux pratiques déjà installées de Facebook. Ils ne vont plus sur Facebook, parce que sur Facebook, il y a papa, maman, tonton, tata, les profs, c'est vous dire si c'est devenu infréquentable. Donc quand ils sont sur Facebook, c'est qu'ils ont une raison familiale ou club de sport ou scolaire d'y être, un voyage scolaire par exemple, mais leur boulot d'adolescent, vous savez que les adolescents, leur boulot c'est de contester la norme, ils le font sur d'autres réseaux sociaux. Quand on va un tout petit peu plus loin, sur les travaux sur l'éducation spécialisée par exemple, on se rend compte que les pratiques déviantes des réseaux sociaux sont très souvent liées à des psychopathologies, à des situations de placement familial, etc., etc. Donc comprenez que c'est très important de regarder les pratiques comme des pratiques individuelles, mais les usages comme des normes sociales d'usage, donc comme des
ensemble de pratiques collectives. C'est bon ? Alors je continue, et ensuite, c'est ma dernière planche théorique, et après on rentre dans le vif du sujet. Donc en fait, comment ça marche ? Nous avons à disposition des techno-imaginaires. Ces techno-imaginaires sont très, très, très anciens. On parle à longueur de temps des voitures hybrides. Rappelez-vous que les dieux antiques et égyptiens étaient hybrides. On parle à longueur de temps du côté, obscur de la force, du côté obscur du numérique ou lumineux du numérique, en particulier vis-à-vis du savoir. Grande bibliothèque quelque part, mais aussi grand contrôle social de type Big Brother d'autre part. Ça vous dit rien, Prométhée ? Voilà. Donc en gros, la production des représentations des concepteurs et des usagers part sur des techno-imaginaires qui ont été mis en scène dans les 40 dernières années, notamment par le cinéma, notamment par Spielberg, par Lucas, etc., et qui s'imposent à nous plus ou moins. C'est-à-dire que ça dépend de quel rapport on entretient avec cette culture, ce qui fait que quand vous faites des grandes enquêtes d'usage, vous allez avoir des gens qui se disent très très vite pour ou contre. On est dans des situations de ce type-là. On a le marketing technologique qui nous dit Mac ou PC, ou logiciel libre, logiciel propriétaire. On est dans des représentations qui, la plupart du temps, sont clivées. C'est d'autant plus important quand on s'adresse à des publics qui peuvent être en difficulté sociale ou psychologique. Ces techno-imaginaires se cristallisent dans un temps donné. Je pense que ça vous parle, le concept de représentation. Donc, il faut qu'on arrive à se représenter la fonction d'un instrument pour pouvoir adopter cet instrument. L'histoire de Daniel Blake là, dans le film de Ken Loach. Si je ne projette pas qu'une souris, c'est quelque chose qui fait balader un curseur et que je peux piloter un ordinateur avec ça, je vais avoir beaucoup de mal à l'utiliser. Ces représentations sont situées donc, dans des cultures. Par exemple, le clavier alphanumérique n'est pas évident pour une partie des publics migrants qui viennent de culture orale. Les Asiatiques ont dû inventer un autre type de clavier. Vous voyez, on est quand même dans des représentations très occidentales et il faut les déconstruire. Et elles sont aussi situées dans le temps. Alors, vous allez trouver sur Internet des vidéos de jeunes enfants québécois. Mes collègues québécois sont très très bons pour faire ce genre de vidéos qui à la fois vulgarisent des concepts et qui en même temps sont assez drôles. Ils donnent des objets des années 80. Et la vidéo la plus drôle, c'est avec la cassette VHS. Les gamins sont entourés de réseaux, entourés d'images, sont baignés par les images. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est qu'une cassette VHS. Comment imaginer qu'on puisse mettre des images sur une bande magnétique alors qu'il n'y a plus de magnétoscope, plus personne ne fait ça. Et éventuellement, ils ont une grand-mère qui a peut-être 3 cassettes de famille, etc. Il y en a quelques-uns qui vont passer à travers ça. Mais vous voyez que les représentations, elles se modifient quand même beaucoup plus vite que les techno-imaginaires. Et ça aussi, c'est important, puisque dans les parcours d'appropriation des uns et des autres, nous allons être marqués par certains moments d'appropriation. Et chez les publics, avec les publics qui sont du registre de l'inclusion, ce marquage peut être très, très, très différencié. J'ai un de mes étudiants qui a fait une thèse sur les pratiques audio numériques dans les quartiers politiques de la ville et auprès des collégiens en SECPA. Le rapport à la culture musicale, au-delà de la culture musicale des parents, etc., s'inscrit souvent dans les familles par la présence ou non de vinyle et d'une chaîne stéréo classique avec la platine dans le salon. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas que les pratiques, il n'y a pas que les représentations des parents, il y a aussi les objets qui matérialisent ça, et c'est indissociable. C'est-à-dire que vous pouvez parler des vinyles, vous savez tous qu'aujourd'hui les vinyles sont devenus un objet vintage, un objet de luxe, etc., que ça a été réinvesti par les ados, pas tous les ados, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà, il y a des éléments comme ça. Ces représentations permettent donc de déclencher des pratiques, et les pratiques se socialisent en usage, ce que je viens de vous décrire. Ces usages modifient la forme ensuite des imaginaires, c'est-à-dire que le fond des imaginaires, les mythes les plus structurants restent,
mais on va dire on n'a pas la même représentation du robot aujourd'hui avec l'apparition des assistants pour les personnes âgées, avec les robots ronds un peu médicaux, avec l'influence de la culture japonaise autour de ça, que la boîte en ferraille humanoïde qu'on avait dans les années 50. Donc vous voyez, voilà. J'ai fini, je fais un peu de pub, c'est normal, puisque comme je suis venu en train, je ne balade pas tous mes bouquins. Si vous voulez aller plus loin sur ces deux sujets-là, il y a le bouquin de 2011, qui est un peu daté maintenant, mais qui est le premier bouquin sur la fracture numérique, qui reprend ça, et celui sur les imaginaires numériques en éducation. Voilà pour cette première partie. Deuxième partie, je voulais vous faire réfléchir sur la notion même de fracture numérique, puisque, comment dire, c'est un peu l'alpha et l'oméga des politiques publiques vers les questions d'inclusion, mais on a quand même besoin de comprendre d'où elle vient. Quand on fait de l'anthropologie des usages, on n'est pas obligé de gratter la terre et aller chercher des vieux ossements, il suffit d'aller chercher dans Internet, et on trouve le discours d'octobre 1996 de Bill Clinton, qui est le premier discours public. Bill Clinton, c'est pas n'importe qui quand même, président des États-Unis, qui nous raconte qu'on ne peut pas se permettre de séparer les enfants autour d'une fracture numérique. Alors, ça devient très intéressant quand on constate finalement l'état de diffusion des technologies à l'époque. 1996, on est 4 ans après la libéralisation du web par Tim Berners-Lee et les gens du CERN, que 4 ans. Je vous rappelle que le web a été inventé, enfin l'Internet moderne a été inventé en Europe sur des crédits publics de la recherche publique européenne. Donc voilà, comment ça se fait qu'on a les GAFA aujourd'hui ? Peut-être que je suis en train de vous le raconter. Et que immédiatement, les Américains se sont saisis de ce sujet-là. Et vous savez que les présidents des États-Unis sont aussi les plus gros VRP de l'économie américaine. Donc tout de suite, on a un discours là-dessus. Si on regarde que la courbe française, c'est la courbe bleue de notre fameux baromètre du Crédoc qui nous sert quand même depuis des années à regarder les évolutions. La courbe bleue, c'est l'accès à domicile de l'Internet. En 1998, en France, on est à 4% de personnes connectées. En 1996, aux États-Unis, on estime, parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel, on estime qu'on était à 0,3%. Donc, je reprends, on nous raconte qu'il ne faut pas séparer la jeunesse autour d'une fracture numérique. On se retrouve un petit peu dans la même situation que Barjavel vis-à-vis d'une réalité qui existe sur le plan théorique et technologique pour une ultra-minorité de personnes. Qu'est-ce que c'est que ce processus ? C'est ce qu'on appelle l'essentialisation. Je l'ai emprunté à mon collègue du CNAM, Serge Ebersold, qui est le grand spécialiste de la question de l'accessibilité. Et je pense qu'il faut réfléchir à des questions d'illettrisme et d'électronisme aussi dans le même registre. Quelquefois, ces concepts ont une opérationnalité et peuvent être des concepts mobilisateurs pour les acteurs. Il ne faut pas oublier qu'ils caricaturent les situations. Et là, on est dans une intention politique. Cette intention politique, c'est l'Internet à 100%. Et l'Internet à 100%, qu'on n'atteindra jamais, je reviendrai dessus, l'Internet à 100%, c'est les GAFA aujourd'hui. C'est-à-dire que l'économie américaine va aspirer une partie des imaginaires dès le début des années 90 autour de l'Internet et va faire ses affaires dessus. Ce qui nous donne, enfin je vous rappelle qu'au milieu des années 90, pour ceux qui les ont vécus, Google n'existait pas, les premiers moteurs de recherche étaient multiples et marchaient comme ils pouvaient. Ils étaient de plusieurs origines et nationalités. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est massivement californien. C'est même plus qu'américain. On est massivement californien. Et probablement que c'est dû au fait que les stratégies économiques et les stratégies politiques ont démarré dès le début. Ça nous permet de prendre de la distance vis-à-vis de GAFA ou pas GAFA, comment on compose avec Google, avec Amazon, etc., etc. Si on se rappelle cette histoire-là, il y a moyen de les considérer aussi comme des géants fragiles, finalement, et dépendant beaucoup des politiques publiques. Sur le sujet directement de la fracture numérique ou des exclusions liées au numérique, on va dire avant le confinement, puisque je vais revenir sur le confinement tout à l'heure, les chiffres allaient de 5 à 18 millions d'exclus en France. Référence INSEE, Crédoc, Marsoin. Les trois types d'enquêtes se complétant
et permettant de dialoguer. Les 13 millions d'exclus, c'est un programme ANR que nous avons monté avec la FIN, Fondation Internet Nouvelle Génération, qui a permis de faire un travail et quanti et qualitatif, si mes souvenirs sont bons, en 2017, où effectivement on s'est retrouvé avec ce chiffre un peu médian de 13 millions d'exclus qui ne bouge pas beaucoup depuis. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça dépend énormément de la définition qu'on va donner. C'est-à-dire que si on part sur les questions d'électronisme, on ne va pas avoir les mêmes chiffres que si on part sur la question pauvreté-précarité. On ne va pas avoir les mêmes chiffres non plus si on intègre à la question pauvreté-précarité la question handicap et vieillissement. Vous voyez, ça dépend des définitions. Donc c'est à travailler. En gros, on a 3 grandes catégories qui permettent d'analyser cette question d'exclusion vis-à-vis du numérique. La première, c'est la plus classique, c'est celle qui a été mise en avant dès le début des années 2000 dans les politiques de connexion Internet, etc. C'est la question de la pauvreté-précarité, donc de la distance, on va dire, sociale et culturelle vis-à-vis des normes d'usage, que ce soit les normes d'usage ordinaires ou les normes d'usage numérique. La deuxième, c'est la situation. Je pense qu'en Bretagne, comme dans les Hauts-de-France, il reste encore tout un tas de zones blanches, que certains quartiers politiques de la ville sont en difficulté de connexion pour certaines familles précarisées. Enfin voilà, on n'est pas tous égaux. Si la 5G arrive dans les hypercentres, clairement, on a encore des zones ultra-rurales ou des zones urbaines désertifiées qui sont en difficulté. Donc il faut continuer à le regarder et c'est une préoccupation. Je vais dire, je ne veux pas non plus trop noircir le tableau, mais la plupart du temps, on a un discours public avec tout le territoire, 100% du territoire sera équipé connecté. Ça a commencé en 2010, puis en 2012, puis en 2015, puis en 2022, etc. On a décidé, le gouvernement Macron 1 a décidé la dématérialisation totale en 2022. On est en 2022. Vous savez bien que la dématérialisation, 1, n'est pas totale, et 2, que le non-recours au droit aujourd'hui a explosé du fait des difficultés, des premières difficultés qui sont des difficultés d'accès. Comme par hasard, dans les zones rurales isolées où il n'y a pas de connexion filaire Internet, il n'y a plus d'entretien des routeurs 512, il n'y a pas de connexion 4G, on va trouver des gens vieillissants en situation de polyhandicap, etc., etc. Donc évidemment que quantitativement, on est de plus en plus couvert. Qualitativement, on a de vraies questions de compensation à se poser. Et dernière catégorie, la question des déconnexions. Alors, involontaire, c'est la plupart du temps celle due aux injonctions, je reviendrai dessus, aux injonctions de connexion, la dématérialisation administrative en premier lieu. Donc là, évidemment, on pense aux personnes âgées, on pense aux personnes isolées, on pense aux personnes en situation de handicap. Mais il y a un autre mouvement qui serait salutaire de regarder en face, celui des déconnexions volontaires. On a fait une enquête précise sur le mouvement des Gilets jaunes. Dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a une expression du droit à la déconnexion, de l'arrêt des excès de contrôle numérique. Vous vous rappelez la sociologie du mouvement des Gilets jaunes, hein. On n'est pas chez les cadres, on n'est pas chez les professions libérales de centre-ville. Ces préoccupations sont relayées par une partie des syndicats quand même, hein. Il y a la question du positionnement de l'Internet dans les conditions de travail. Et plus radical, il y a des mouvements néo-ludites. Alors les ludites, c'est ce mouvement ouvrier du 19e siècle qui, du nom d'un ouvrier anglais qui s'appelait Ludus, qui cassait les machines. Je vous rappelle qu'un siècle avant, il y avait les canuts à Lyon qui ont cassé les métiers à tisser. Donc vous voyez, on a une vieille histoire de rivalité entre le travail et l'emploi et puis l'arrivée des machines. Ceux-là peuvent être radicaux, ils peuvent se mettre à brûler des tiers-lieux. Voilà, je ne sais pas si vous en avez eu beaucoup ici. Ils sont très très présents en Rhône-Alpes en fait, aussi parce qu'il y a tout le pôle entre Grenoble, Genève, etc. où il y a plein de techno. Donc ça peut être aussi
voilà, des militants ultra-écolos, zadistes, etc. Cette question de la déconnexion volontaire, elle est à regarder. Il y a des anciens aussi qui disent qu'il y en a marre. Dans les dernières enquêtes, on a constaté que certains anciens qui déclaraient les impôts, devant l'avalanche des démarches administratives en ligne, ne déclarent plus leurs impôts. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a des effets de saturation. Donc, c'est des processus à regarder, en particulier quand vous faites des enquêtes locales, hein, et quand vous essayez de comprendre comment le territoire réagit aux technologies. Donc, où on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, on en est à plutôt considérer que la définition internationale d'un internaute, quelqu'un qui s'est connecté à Internet dans les 2 derniers mois, était valable au début des années 2000, quand il fallait regarder comment l'Internet progressait dans les différents pays. Mais aujourd'hui, ça met le cadre supérieur geek de centre-ville urbain dans la même catégorie que le jeune demandeur d'emploi qui va réactualiser son compte Pôle emploi. Donc on n'y voit pas grand-chose. Donc effectivement, dans l'enquête Capuni 2019, donc juste avant le confinement, on était à 91% d'internautes et 9% de non-internautes en France métropolitaine, échantillon représentatif de la population française. Je vous passe les détails méthodologiques. Mais à l'intérieur de ça, 9,1 utilisaient rarement. Quand on dit utiliser rarement, on prend notre définition des normes sociales d'usage et on met la recherche immédiate d'informations sur Internet, en gros, chercher les infos sur Google ou les moteurs de recherche, l'utilisation des réseaux sociaux et l'utilisation du courrier électronique, qui sont en fait les 3 usages dominants et structurants aujourd'hui, les usages des technologies numériques. On se rend compte que dans la semaine précédente, il y a 10% qui n'utilisent pas ces trois éléments-là. Et que dans ceux qui sont internautes aujourd'hui, certains ont décroché. Donc il y a 1,5% qui est plutôt dans cette histoire de déconnexion dont je vous parlais tout à l'heure, et 7,5% qui sont jamais connectés. Ce qui nous donne finalement des éloignés du numérique à hauteur de 18%. Et en fonction de ce qu'on veut faire en termes de stratégie d'inclusion, soit on s'intéresse soit aux 7,5% de jamais connectés, donc directement aux non-internautes, le cœur de cible, mais c'est peut-être un petit peu compliqué en sachant qu'il y a une perméabilité entre connexion et déconnexion d'une partie de la population qui pour le moment fait 1,5%, mais bon, avec les 2 années de confinement, on voit bien aussi qu'il y a des effets de saturation. Combien de temps me reste-t-il, Julie ? Ok. Donc, oui, je sais. Vous inquiétez pas, c'est la CIA qui me suit toujours. Donc, pendant le confinement, donc on prend nos enquêtes et on les déploie d'année en année, histoire d'avoir des évolutions. Ce qu'on peut dire, c'est que les peu connectés pendant le confinement ont reculé de 9%, que les non-internautes ont reculé de 1%, et que les hyperconnectés ont progressé vu la contrainte des différents confinements. Comme je vais aller un petit peu plus vite, ces chiffres-là ont besoin d'être mis en regard de travaux plus qualitatifs, et particulièrement sur la question de la dématérialisation. Et je vous renvoie à l'excellent bouquin de Dominique Pasquier qui a étudié sur l'Internet des familles modestes en Basse-Normandie, dans la région de Caen, où effectivement elle a constaté que la dématérialisation était vécue de manière terriblement inhumaine et brutale par rapport à ce type de public. On n'est même pas en train de parler des minima sociaux, on est en train de parler des familles modestes, des petits salaires, etc. Donc vous voyez, c'est quand même pas simple. Et il faut bien comprendre que nous avons un mode de socialisation vis-à-vis des sites administratifs qui est à la fois lié à notre culture administrative, mais aussi à la pratique du numérique. Et cette pratique du numérique, elle dépend aujourd'hui énormément de la pratique du courrier électronique.
Moi, j'ai eu une adresse mail au milieu des années 90, au début de l'Internet. Moi, je suis envahi de mails, etc., mais j'ai eu 25 ans pour m'habituer. Une grande partie des gens aujourd'hui, c'est une des grandes problématiques de la médiation numérique, ouvrent un courrier électronique en même temps qu'ils vont accéder à leurs droits. À partir du moment où c'est une injonction, ils oublient l'identifiant, ils oublient le mot de passe, et la médiation numérique se retrouve dans des boucles rétroactives où finalement on n'en sort pas, d'où les dispositifs d'État et d'Enconnect, etc., etc. Mais vous voyez bien que le problème est un problème de fond, à la fois culture administrative, simplifions nos procédures et rendons-les lisibles pour des personnes en difficulté ou en éloignement, et puis le rapport aux technologies. Il faut traiter les deux en même temps. Alors, je vais vous passer... voilà. Sur la dématérialisation, contrairement à tout ce que la presse nous a raconté, vous voyez que les carrés jaunes sont des carrés de progression. La dématérialisation générale, en fait, a très très peu progressé pendant le confinement, sauf pour l'école. Alors pourquoi l'école ? Parce qu'il y a eu la continuité pédagogique, la mise en place des ENT, et je passe assez vite. Je vous montre celui-là, et le réinvestissement des parents dans le suivi scolaire. En gros, 95% et 94% dans le premier et dans le second degré nous ont déclaré suivre la scolarité des enfants pendant le confinement, là où ils étaient 78% à ne pas l'avoir fait les années précédentes. Vous voyez, là, il y a un levier. Vous retrouvez ça dans un numéro des Annales des mines de manière plus développée. Alors, la numérisation, je ne vais peut-être pas aller... voilà, s'il me reste 5 minutes. La numérisation, en fait, est pour le moment une politique publique qui est en difficulté, puisque globalement, on ne peut pas parler d'une dématérialisation administrative globale, mais de plusieurs. Quoi de commun entre le site des cartes grises de la préfecture et votre déclaration d'impôt ? Nos collègues ergonomes et nos collègues informaticiens décrivent que ce n'est pas du tout les mêmes sites, que ça n'a pas été du tout traité de la même manière, et que l'un est complexe, circulaire et complètement buggé, là où l'autre est super fluide. On a même accès à quelqu'un au téléphone si on veut payer ses impôts. Donc vous voyez, on a quand même des dématérialisations en France qui stigmatisent aussi des territoires. Je reviendrai peut-être dessus, mais sachez quand même que Paris et la région parisienne ont des usages et des comportements numériques différents de tout le reste du territoire. Or, il s'avère qu'une grande partie de la dématérialisation a été conçue à Paris par des ingénieurs parisiens. Donc là, on a des jeux de représentation sur qui sont les usagers, particulièrement les usagers en difficulté, qui jouent là-dedans. Et il y a un travail maintenant de remise en place. Nous travaillons en Bretagne avec un projet qui s'appelle LabAccess, qui travaille sur l'accès aux droits et à la médiation numérique, et qui a construit un indicateur de vulnérabilité e-administrative. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais moi je vous invite à faire ce type de diagnostic. Il y a plusieurs modèles qui existent. La Mednum en propose un. Il y a des collègues de Bordeaux aussi qui en proposent un autre. Je serais tenté de dire, du moment qu'il y a une méthodologie solide, je pense que c'est important. Mais dans ces 4 éléments, il y en a un troisième qui est souvent oublié. Le premier, c'est l'accès aux équipements. On vient d'en parler, tout le monde y pense tout de suite. Les gens sont équipés, connectés ou non. Bon. La deuxième, c'est la fragilité socio-numérique. C'est les inégalités sociales, c'est le chômage, c'est etc. Tout le monde y pense tout de suite. Par contre, le niveau d'exposition aux exigences numériques, nous avons calculé dans ce programme de recherche-là un facteur 30 entre une famille de cadres supérieurs habitant en hypercentre. Le rapport à l'administration, c'est les impôts, éventuellement s'ils ont des enfants, la CAF, éventuellement si monsieur roule trop vite ou madame roule trop vite, une amende de temps en temps, point barre, rien de plus. Là où monsieur est en situation de handicap, madame en situation de chômage de longue durée, ils ont un enfant dyslexique et un autre qui est en formation d'apprenti à l'autre bout des Hauts-de-France, on peut avoir 30 sollicitations
administratives. Vous voyez que la plupart du temps, les sollicitations administratives sont sur les plus vulnérables. Donc vous voyez, ça, il faut vraiment le travailler. C'est-à-dire regarder que tout le monde n'est pas autant sollicité par l'administration que ça. Ça, c'est un facteur de production d'inégalité. Alors, je vais finir parce que ça, je n'ai pas le temps de vous développer ça, mais je voulais finir sur cette question-là. Le panorama que je vous ai décrit renvoie à finalement une histoire et une sociologie des secteurs et des professions. Et c'est pour ça que je suis très contente d'intervenir pour l'URIOPS, puisque vous êtes la région où il y a un dispositif financé par l'Europe, etc., mais en gros de médiation numérique. Là où, dans la plupart des autres régions, sauf la Bretagne, où c'est la Fédération des centres sociaux, donc vous voyez, on est dans un dispositif un peu similaire, ce sont les acteurs de la médiation numérique qui sont sur ce secteur-là, hein, la question de l'inclusion. Historiquement, ça ne s'est pas passé aussi bien que ça, parce que le travail social est, entre guillemets, institué, parce que le travail social a 200 ans, parce que la première période du 19e siècle de lutte contre la pauvreté, la précarité, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, on est rentré sur l'inadaptation, l'insertion, vous vous rappelez de ce vocabulaire-là, et on rentre petit à petit dans le travail social institué, l'URIOPS étant un acteur important du secteur, on rentre dans ces questions d'inclusion, là, aujourd'hui, où finalement, la question, c'est de l'empowerment, en fait, de la prise d'autonomie des personnes en situation de handicap, d'inadaptation, etc., on vise aussi à une transformation globale de la société. La définition de l'inclusion, c'est ça. Or, depuis la naissance même de la médiation numérique, qui, pour la petite histoire, vient quand même d'un métier borderline du travail social, qui est plutôt du côté des animateurs socioculturels. Les premiers lieux de médiation numérique se font dans l'éducation populaire et dans les centres sociaux et dans les assos et sont plutôt portés par des animateurs qui deviennent médiateurs numériques, la plupart du temps portés par les mesures d'aide, vous vous rappelez les emplois jeunes, les emplois d'avenir, etc., etc. Il y a une tension historique là-dedans et je suis très attentif au fait que ce travail social institué s'articule aujourd'hui, ou tente de s'articuler aujourd'hui, avec une médiation numérique qui est plutôt instituante. Quand on parle d'institué et d'instituant, il y a d'un côté, c'est installé, et quelquefois, ça manque de dynamique et de respiration, et puis de l'autre, c'est censé faire de l'innovation. Mais quelquefois, on fait de l'innovation de travers. Quand certains vendeurs de miracles technologiques arrivent en disant je fais un site et je résous le chômage sur un territoire, discours qu'on a entendu il y a une petite dizaine d'années, je ne citerai pas de nom, là on est dans les techno-imaginaires, on est dans le marketing numérique, et ces acteurs-là ne s'articulent pas forcément très facilement avec les porteurs du travail social. Donc il y a une vraie nécessité à l'articulation, et sinon on va continuer à se retrouver avec un processus de surexclusion, c'est-à-dire que globalement, les chiffres que je viens de vous donner et les travaux qualitatifs que l'on mène décrivent que si les cultures numériques, les pratiques numériques, les usages numériques sont de plus en plus dominants, ceux qui en sont exclus sont de plus en plus exclus. C'est comme si finalement les questions numériques surinfectaient des questions d'inégalité sociale, de précarité, de fragilité psychologique. Et donc je vais conclure là-dessus. May the force be with print. Merci pour votre attention.